Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour votre participation. Et aujourd'hui, dans le chapitre qu'on va faire en histoire, un chapitre qui s'appelle l'ouverture atlantique, les conséquences de la découverte du Nouveau Monde. Hop, ce chapitre qui s'affiche ici à gauche de votre écran. Ce chapitre, il fait suite donc au chapitre qu'on vient de terminer sur la Méditerranée au Moyen-Âge, le bassin méditerranéen au Moyen-Âge. Vous vous rappelez que le bassin méditerranéen au Moyen-Âge, il est divisé en trois grandes zones d'influence, trois grandes aires culturelles. L'Occident catholique en Europe, l'Europe plutôt orientale qui est l'Empire byzantin et au sud de la Méditerranée, mais également au sud de l'Europe, qui va jusqu'au sud de l'Europe, c'est le monde musulman. Et puis, voilà, il y a beaucoup d'échanges entre ces différentes civilisations. Et ça, pendant tout le Moyen-Âge. On a terminé ce chapitre en disant qu'en il y a une date, en 1492, il va y avoir les Européens, grâce à un explorateur qui s'appelle Christophe Colomb, qui découvre un nouveau continent, qui est le continent américain. Et ça marque la fin du Moyen-Âge. Et donc, maintenant, on se demande un petit peu qu'est-ce qui se passe ensuite. Et justement, le chapitre qu'on va faire maintenant, c'est la suite. On n'est plus au Moyen-Âge, on est après 1492. Et puis, donc, on est dans une nouvelle période historique. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'il y a eu tellement de changements depuis la fin du XVe siècle et donc au début du XVIe, il y a eu tellement de changements qu'on rentre dans une nouvelle période historique. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu en détail. Qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là. Donc, le monde musulman, déjà, pour la suite, lui, il va être dominé par les Ottomans qui avaient pris Constantinople en 1453. Et en fait, parmi ces trois ères culturelles, l'Empire byzantin donc s'effondre face aux musulmans. Donc, les musulmans voilà, gagne du terrain. Et puis, ça va être plus les califats qu'on a vus au Moyen-Âge, mais ça va être le califat ottoman, plus ceux du Moyen-Âge. Ça va être un nouveau califat. Donc, l'Empire byzantin disparaît. Nouvelle puissance musulmane prend le pouvoir. Et en fait, ce qu'on va étudier, et ceux qui vont vraiment se développer à ce moment-là, ceux qui vont devenir encore plus dynamiques, c'était ceux qui étaient un petit peu en retrait pendant le Moyen-Âge. C'était l'Occident européen catholique. Vous vous souvenez qu'on a dit qu'il y avait beaucoup d'avancées culturelles un peu pendant le Moyen-Âge, intellectuelles, scientifiques, techniques. Et ça, c'était surtout pour l'Empire byzantin et le monde musulman, le monde arabo-musulman, arabo-islamique. Et en fait, à partir du XVIe siècle, toutes ces avancées scientifiques, elles vont être récupérées. Ouais, elles avaient déjà traversé la Méditerranée, elles étaient déjà arrivées en Europe occidentale, mais c'est à ce moment-là qu'ils vont vraiment bénéficier et mettre à profit toutes ces avancées qui avaient été faites pendant le Moyen Âge. Et l'Europe occidentale, catholique, va commencer à prendre de l'avance, sur les autres parties du monde. Et cette avance, en fait, elle va la maintenir, elle va l'accélérer déjà, et elle va la maintenir jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, donc c'est à partir de la Renaissance à partir du XVIe siècle, que l'Europe, qui était un petit peu, on va dire un peu en retard par rapport à ses voisins musulmans et byzantins, l'Europe occidentale catholique va prendre de l'avance, va gagner de l'avance et va devancer les autres jusqu'à aujourd'hui. Et ce qui va expliquer pourquoi est-ce que l'Europe occidentale elle va dominer le monde. Aujourd'hui, c'est un petit peu remis en cause par les nouveaux pays émergents, en particulier asiatiques, d'accord, mais voilà, il y a eu quand même une domination largement aujourd'hui de l'Occident. Quand je dis Europe occidentale, c'est avec les États-Unis aussi que j'intègre en fait dans cette civilisation aujourd'hui. Et justement là, le chapitre qu'on va faire, c'est comment cette Europe
elle va gagner en puissance et qu'est-ce qu'elle va faire? Et ça va se traduire par justement les grandes découvertes, aussi bien au niveau technique, donc les grandes découvertes récupérées par du Moyen Âge, et puis c'est aussi les grandes découvertes de nouveaux continents. Et qui dit découverte de nouveaux continents, ils ne vont pas faire que les découvrir, ils vont aussi les explorer, mais surtout, ils vont aussi les exploiter. Et pourquoi pas avec les gens qui sont dessus en même temps. Voilà un petit peu en introduction ce qu'on peut dire de façon générale. Donc, je vous mets notre cours en grand. Chapitre, je vais faire un petit zoom. Donc, l'ouverture atlantique, parce que cette exploration va se faire en traversant l'Atlantique, puis en contrôlant un petit peu en explorant l'océan Atlantique, les conséquences de la découverte du Nouveau Monde. Voilà, ça va avoir une conséquence, pas seulement pour ceux qui habitent en Amérique, pas seulement pour l'Amérique, mais ça va avoir une conséquence aussi pour l'Europe, d'accord, qui va développer des échanges avec ce qu'elle va exploiter en Amérique. Ça va avoir des conséquences aussi pour l'Afrique, parce que ils vont aller exploiter aussi des terres et surtout des populations en Afrique, puisqu'il va y avoir le commerce de l'esclavage à ce moment-là. Et ça va aussi avoir des conséquences sur l'Asie, puisqu'ils vont passer par les océans pour aller directement chercher des marchandises en Asie. D'accord, ils ne vont plus passer par la route des épices, la route de la soie, comme on avait au Moyen-Âge. D'accord, vous voyez un petit peu comment on plante le décor de ce chapitre. Et donc, la problématique qu'on se pose, ah oui, parce que c'est justement ces échanges, et c'est un petit peu on va appeler ça de la mondialisation. Et on appelle ça même la première mondialisation. La mondialisation, c'est la multiplication, l'intensification des échanges entre différentes parties du monde. Avant, on va dire que la mondialisation, elle était un peu concentrée autour du bassin méditerranéen, même s'il y avait déjà beaucoup d'échanges entre les régions du bassin méditerranéen. Là, maintenant, on passe à une nouvelle échelle. On va passer progressivement à une nouvelle échelle, à l'échelle de la planète, carrément. Et c'est pour ça qu'on parle d'une première mondialisation. Et notre problématique en tant que graine d'historien, ou plutôt en tant que graine d'historien, ça va être comment les navigations océaniques, parce qu'on passe plus par les océans maintenant, européennes, parce que c'est les Européens qui vont être au cœur de cette mondialisation, ont-elles donné lieu à une première mondialisation, dans le sens une multiplication, une intensification des échanges entre les différents pays du monde. Voilà un petit peu notre introduction. Alors, ça va se faire au prix. Alors oui, pour les Européens, ça les arrange. Ils vont énormément s'enrichir, d'accord. Il y a beaucoup d'Européens qui vont s'enrichir, les artistes vont s'enrichir, les bourgeois vont s'enrichir, les banquiers vont s'enrichir, les commerçants vont s'enrichir, les commerçants européens. Et vous n'êtes pas sans savoir que ça va se faire à un prix avec beaucoup de sang, puisque derrière ça, il y a le massacre des Indiens et puis le commerce de l'esclavage qui vont être le revers de la médaille, enfin, qui vont être derrière tout ça. Donc, c'est des nouveaux empires, en fait, qui se créent, c'est des nouveaux empires coloniaux. Un petit mot sur l'Afrique quand même. L'Afrique, on va, entre guillemets, kidnapper les Africains, mais on ne va pas explorer l'Afrique à ce moment-là. D'accord, l'exploration de l'Afrique est beaucoup plus tardive puisqu'elle va être plutôt vers la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, là où il va y avoir les empires coloniaux du 20e siècle, et là où on va vraiment coloniser l'Afrique. L'Afrique, pour l'instant, ça va être juste, on va coloniser certaines côtes, qui vont être des comptoirs. Les Européens vont coloniser certains comptoirs d'Afrique. Et à partir de là, ils vont réussir à faire le trafic d'esclaves. Et puis voilà. Voilà pour l'introduction. Pour répondre à notre problématique, on va donc comment les navigations océaniques ont-elles donné lieu à une première mondialisation, puis sous quelle forme va se faire cette mondialisation, à quoi elle va ressembler. On va répondre d'abord dans une première partie, grand 1, donc on va répondre en 4 parties, donc c'est un chapitre qui est très complet, donc qui n'est pas compliqué, mais
voilà, qui est très riche, très complet. Dans un grand temps, on va parler des navigations déjà et les explorations européennes. D'accord, c'est la première étape. On découvre les océans. Donc, grâce à quoi ils arrivent à faire ces explorations? Quels vont être les grands voyages les plus importants? Qu'est-ce qui les motive? Dans un grand, voilà, les progrès techniques qui sont liés à ces explorations. Dans un grand 2, suite à ces explorations, on va aller conquérir les nouveaux territoires. Et donc, ça veut dire qu'on va mettre en place des nouveaux empires. Conquérir, ça veut dire que on va au détriment des autres civilisations qui vont découvrir, au détriment des autres populations. Ensuite, une fois qu'ils vont, voilà, on va voir les grands empires européens qui s'affirment par rapport aux autres, en particulier les Portugais et les Espagnols. Les relations qu'ils vont avoir avec ces nouveaux colonisés. Dans un grand 3, les types d'échanges qu'il va y avoir avec avec ces colonies, avec ces nouveaux territoires dominés. Donc, c'est là qu'on va parler du fameux commerce triangulaire avec le commerce des esclaves. Et puis, donc pour en résumer, qui vont chercher des esclaves en Afrique, qui vont les faire travailler sur les nouvelles colonies en Amérique et qui exportent, enfin, qui vont importer en Europe les produits faits en Amérique. Donc, tout ça, on va le voir en détail, quel type de produits, etc., comment ça s'est passé. Et enfin, les différents mélanges qu'il va y avoir aussi entre les populations et aussi les découvertes de nouveaux produits, que ce soit des animaux, mais en particulier les nouveaux produits agricoles qu'on va découvrir j'allais dire aux États-Unis, n'importe quoi, en Amérique, d'accord, sur le continent américain, et qui vont être importés en Europe. D'accord, par exemple, la pomme de terre, par exemple, le chocolat, par exemple, le tabac. Voilà, que des bonnes choses. À part le tabac, bien sûr. D'accord. Et enfin, dernière partie, voilà, une première mondialisation. Voilà, on va continuer de développer ces dynamiques et puis ces réseaux qui vont se fonder à cette période-là. OK. Et les conséquences de cette mondialisation, il y a déjà des inégalités qui vont se créer avec cette mondialisation, etc. Voilà pour notre introduction et puis l'annonce du plan et la structure de notre cours. Donc, vous voyez là, si vous êtes prêts avec vos chapeaux d'explorateur, c'est ça qui nous attend dans ce chapitre. Les grandes puissances européennes qui vont partir explorer et conquérir le reste de la planète. On va... OK, c'est bon pour tout le monde? Si c'est bon, merci, Sarmila. Si c'est bon pour vous, on va quand même regarder quelques petits documents en tant que graine d'explorateur. Et merci Kylia. Je me suis trompé. Et on va aller voir dans votre manuel les documents qui sont proposés pour explorer ça. Je vais vous mettre en grand votre manuel. Donc, on est ici dans le chapitre 3, ouverture atlantique, les conséquences des grandes découvertes. OK. Vous avez donc une frise qui retrace les principales dates des grandes explorations puis des grands événements. Vous avez une petite vidéo. Peut-être on peut faire ça. Une petite vidéo qui explore, qui montre voilà, une partie de l'exploration espagnole. Alors, dites-moi dans le chat si vous la voyez et si vous l'entendez. Je pense que oui, normalement. L'exposition s'appelle Voilà, ça va vous donner un petit peu une mise en bouche. Alors, par contre, je vais juste voir. Je la mets 2 secondes. Le Conquistador, car on a choisi de raconter ici l'histoire de... Et juste dites-moi dans le chat si c'est bon. Est-ce que vous entendez la vidéo? Yes, super. On est des élèves modernes et connectés. Du coup,
je vous la remets. Voilà, ça vous donne un petit peu un avant-goût en image de de la ce qui conquête nous du attend. Pérou Je vous la remets. à Je vous la remets au travers les début. deux protagonistes principaux de cette Il n'est histoire, pas très long. le souverain Inca Bonjour Marwan, Atahualpa. bienvenue. L'exposition s'appelle L'Inca le Conquistador, car on a choisi de raconter ici l'histoire de la conquête du Pérou à travers les deux protagonistes principaux de cette histoire, le souverain Inca Atahualpa et le conquistador Francisco Pizarro. Le destin d'Atahualpa et de Francisco Pizarro est lié à jamais. C'est leur rencontre dans la ville de Cajamarca qui va marquer la fin du début de l'Empire Inca. On organise ce parcours en parallèle pour montrer d'un côté le parcours personnel de Francisco Pizarro depuis l'Espagne jusqu'à sa rencontre avec l'empereur Inca. Et en parallèle, on présente ce qu'est l'Empire Inca, sa puissance, le système de gouvernance. On explique également qui est Atahualpa et pourquoi, au moment de l'arrivée des Espagnols, il vit une guerre civile au sein de son empire. Les conséquences de l'arrestation d'Atahualpa vont être gigantesques. C'est la première fois que quelqu'un ose porter atteinte au fils du soleil. Sa mise à mort aura des conséquences bien plus importantes, évidemment. C'est un acte qui va marquer les mémoires des populations andines. Et c'est vrai que la personnalité de Pizarro est aujourd'hui encore très controversée. On associe à son nom toutes des exactions espagnoles dans le Nouveau Monde et au Pérou en particulier. On ne pourra jamais retirer de l'histoire péruvienne ni Francisco Pizarro ni Atahualpa. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'aller au musée pour voir un des événements de cette grande exploration et une des conséquences des grandes découvertes. Donc là, on voit concrètement une des plus grandes puissances européennes de l'époque, les Espagnols, qui vont envahir des grands territoires américains, en Amérique du Sud, au Pérou, et on voit surtout la civilisation qui était là-bas. Et donc les Espagnols vont mettre fin à cette civilisation, donc qui étaient les Incas. Vous avez entendu parler des Mayas, des Incas, des Aztèques. Voilà, tout ça, c'est les grandes civilisations indiennes qui étaient quand même qui étaient très avancées aussi au niveau technologique et scientifique, qui avaient la malchance d'une part de ne pas avoir développé les armes autant que les Européens, donc ce qui fait qu'ils vont se faire massacrer malgré la puissance de ces empires. Voilà, ça vous donne aussi un petit avant-goût. Donc tout ça, on va le voir un petit peu plus en détail. Voilà le type de civilisation qui était là et puis comment les Européens vont les massacrer, puis vont les dominer. Et puis qu'est-ce qu'ils vont faire après sur ces territoires. Du coup, il nous reste 7 minutes. Dans notre grand 1, navigation et exploration européenne. Voilà, les causes des navigations océaniques et ensuite les grands voyages. Alors là, je n'ai pas énormément de documents à vous montrer là-dessus. Je regarde votre manuel, si je peux vous montrer un autre document. Sur votre manuel, vous avez une petite biographie de Christophe Colomb, qui est le premier explorateur. Voilà, vous avez les lettres qui sont adressées au roi et tout pour financer les voyages. Et voilà, et les progrès qui sont faits. On va revenir dessus juste après. Je ne vais pas vous relire le cours, mais je vais vous résumer. Puis vous relirez ça tranquillement. Bon, je ne sais pas si on va avoir le temps de finir le grand 1. Alors, pourquoi les Européens
se lancent à la conquête, enfin, veulent traverser l'océan Atlantique. Pourquoi ils veulent se lancer à la mer? Il y a déjà des raisons techniques. Les raisons techniques, c'est que hériter un peu de tous les progrès du Moyen-Âge, par exemple la boussole qui vient de Chine, l'astrolabe qui était un outil grec qui a été réutilisé par les explorateurs arabes et développé par les astronomes arabes, là qui va être réutilisé pour pouvoir s'orienter quand il n'y a pas de terre, quand on n'a que les étoiles pour s'orienter. Voilà, ça c'est des inventions techniques qui vont les aider à naviguer déjà sur les océans, d'accord, sans avoir de repères. Les nouveaux bateaux aussi, on a au niveau technique, voilà, vous avez ce qu'on appelle les caravelles. Vous savez, Christophe Colomb, on a un peu l'image, voilà, de ce type de bateau. Hop, qui se trouve ici. Les caravelles, c'est un bateau, voilà, au niveau technique, il peut naviguer en gros contre le vent. C'est-à-dire que en faisant des zigzags, voilà, il navigue assez bien. Et puis, il est pratique. Il permet d'aller en haute mer beaucoup plus loin. Donc, voilà. Donc déjà, il y a tous les progrès techniques qui vont favoriser les explorations. Il y a également une motivation économique. Une motivation économique, à la base, on veut rejoindre, on veut éviter les voies terrestres. Le bateau est plus économe. En plus, voilà, il y a les Ottomans qui prennent un peu de pouvoir et qui sont peut-être moins où les relations sont plus tendues qu'avec les anciennes puissances musulmanes. Et du coup, voilà, on veut moins passer par la terre, on veut moins traverser l'Empire ottoman. Voilà, avant c'était l'Empire byzantin à cet endroit-là, et du coup ça bloque un petit peu, donc ça encourage aussi pour échanger avec l'Asie à passer par la mer et les océans. Donc voilà, c'est ça qui motive les Européens à se lancer à l'aventure. D'autre part, la religion aussi, d'accord, les catholiques sont motivés pour, voilà, ils ont mis fin à la présence musulmane, ils ont rechristianisé le sud de l'Europe, là, en Espagne, et du coup, ils se disent, on veut continuer de prêcher la bonne parole et d'agrandir la domination des catholiques. Donc voilà pour les motivations qui peuvent motiver à se lancer dans ces grandes découvertes. 3 voyages sont célèbres parmi les explorateurs, parmi ces explorations. Le premier que vous connaissez très bien, c'est le voyage de Christophe Colomb, d'accord, qui arrive dans les Caraïbes. Donc, il n'a pas découvert le continent américain, en vrai, comme on dit, il est atterri sur des îles dans les Caraïbes, donc en 1492. Donc, Christophe Colomb, qui est italien, qui vient de Florence, une petite république autonome, et qui va être financé par contre par l'Espagne. D'accord, c'est l'Espagne qui va lui le financer son voyage. Les deuxième voyage important, 1498, c'est Vasco de Gama qui va faire le tour de l'Afrique par le sud, et enfin Magellan, entre 1515 et 1522, qui va faire le tour du monde. Même si lui, il meurt, son expédition va continuer. On va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça va couper. Merci beaucoup à vous pour votre participation. Le replay pourra être disponible sur ma chaîne YouTube. Je vais le mettre tout de suite en ligne. Et puis voilà. Merci beaucoup. Donc, du coup, on aura fait la moitié du grand 1. On a commencé un petit peu le petit 2 du grand 1. Et puis voilà, on continue en classe la prochaine fois. Bon courage, bon après-midi à vous, bon week-end. Et puis, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, pour la suite des aventures.